L'Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, a subi les plus importantes manifestations de la décennie. Depuis 3 mois, des membres de l'ethnie Oromo sont descendus dans les rues pour obtenir l'égalité des droits. Ils réclament la fin de ce qu'ils considèrent comme de la corruption, l'accaparement de terres et l'oppression gouvernementale. Les Oromo représentent un tiers de la population éthiopienne. Il s'agit du groupe ethnique le plus important du pays. Ils se plaignent depuis longtemps d'une marginalisation de la part du parti au pouvoir, le EPRD. Les observateurs reconnaissent les progrès accomplis par le pays, mais critiquent la répression à l'égard de l'opposition. Simona Foltin et Thijsbroek. Les chantiers de construction constellent l'horizon de la capitale. C'est l'un des signes les plus visibles de cette croissance éthiopienne à 2 chiffres. Mais beaucoup de membres de l'ethnie Oromo se considèrent comme les laissés pour compte de ce développement. La ville, qui s'étend petit à petit sur leur territoire ancestral, serait une menace à leur survie. Il y a 3 ans, cette famille a dû vendre une grande partie de ses terres au gouvernement pour permettre à la capitale de poursuivre son expansion. Nous aimerions que le gouvernement ne s'accapare pas nos biens. Les compensations financières que nous recevons ne nous apportent rien. Notre vie dépend de cette terre et ce n'est qu'en la cultivant que nous récoltons de vrais bénéfices. Wagi n'a reçu qu'environ 2000 € de compensation. Il ne lui reste plus que 2 hectares, trop peu pour faire vivre sa famille. Parce que nous n'avons plus beaucoup de champs à cultiver, certains de mes enfants doivent travailler ailleurs, en tant que journaliers. Mais l'argent qu'ils gagnent n'est pas suffisant et nous avons du mal à nous en sortir. En janvier, le gouvernement a annoncé l'arrêt de l'expansion d'Addis Abeba sur les terres Oromo. Mais la famille de Wagi craint toujours de perdre le peu de terre qu'il lui reste. Le gouvernement a tous les pouvoirs. Ils peuvent confisquer notre terre quand ils veulent. Nous ne pouvons rien y faire. La terre n'est que l'un des nombreux sujets d'inquiétude des Oromo. Beaucoup estiment que ce gouvernement, dominé par les Amharas et les Tigrés, porte atteinte à leurs droits. Par exemple, le parti au pouvoir a refusé d'accorder à la langue des Oromo le statut de langue officielle d'Éthiopie. C'est pourtant la langue la plus parlée du pays, devant l'amharique, la langue officielle. Nos enfants sont forcés d'assister aux cours en amharique. Les étudiants ont demandé à apprendre en Afan Oromo, leur langue maternelle, mais on leur a dit qu'ils doivent assister aux cours en amharique. Quand ils ont commencé à protester, le gouvernement les a tués. Ces sentiments de marginalisation, profondément ancrés, ont déclenché les plus importantes manifestations de la décennie en Éthiopie. Elles ont débuté en novembre dernier et se poursuivent à ce jour. Le gouvernement a réprimé ces manifestations dans le sang. Selon les militants, plus de 200 personnes ainsi qu'une douzaine de policiers ont déjà perdu la vie. Nous quittons Addis Abeba pour rejoindre Ginchi, à 80 km à l'ouest de la capitale. C'est ici que le mouvement de contestation a débuté. L'un des membres de cette famille a trouvé la mort pendant les manifestations. Aschalev Warkou avait 22 ans. Sa famille raconte qu'il a été tué par un militaire le 12 décembre dernier. Le jour où mon fils a été tué, c'était dans l'après-midi. L'armée est arrivée et elle a commencé à disperser les manifestants. Il y avait beaucoup de soldats et ils ont ouvert le feu sur la foule. Lorsque mon fils s'est fait tirer dessus, ses amis ont essayé de l'amener à l'hôpital, mais l'armée les en a empêchés. Aschalev avait rejoint les manifestations pour exprimer son opposition à la vente d'un terrain public situé sur une forêt. Son père nous amène voir l'endroit où la forêt a été rasée il y a quelques mois, juste avant que les manifestations ne débutent. Toute la forêt que vous voyez ici a été vendue et rasée par un investisseur. Ce sont les gens qui s'occupaient de cette forêt, mais ils nous ont trompés. La communauté n'a quasiment pas bénéficié de cet investissement. Dieu seul sait où le reste de l'argent est allé. Le gouvernement régional Oromo a décliné nos demandes d'interview. Mais le ministre de l'Information reconnaît que des erreurs ont été commises. Les raisons légitimes de se plaindre se sont accumulées au fil des ans au sein de la population. Mais ils peuvent faire toute confiance en la capacité et la volonté du gouvernement de régler ces problèmes.
Le ministre a également promis d'enquêter sur l'utilisation de la force par les autorités. Nous agissons parce que nous le devons à notre population. Notre gouvernement régional est déjà entré en contact avec les personnes qui ont perdu des êtres chers afin de les indemniser. Mais de nombreux Oromo ne sont pas satisfaits de la réponse du gouvernement. Seifou Toura aurait été tué par les forces de sécurité en décembre. Sa famille assure qu'aucun officiel n'est venu pour enquêter sur l'affaire. Au contraire, ils accusent les autorités de tenter de les intimider. Le gouvernement continue de tuer et de harceler la population. Encore aujourd'hui, où que vous alliez, vous trouverez un cadavre. Nous ne sommes pas en paix. Ils sont toujours à la recherche de gens pour les emprisonner ou même les tuer s'ils le souhaitent. La répression brutale des forces de sécurité a amplifié la rancœur des Oromo. Ils sont de plus en plus nombreux à oser élever la voix dans un pays où, jusqu'alors, les manifestations et les actes de dissidence étaient très rares. La Suède, qui était considérée et se voyait comme une terre d'accueil pour les réfugiés, est revenue en quelques mois sur sa politique d'asile. Contrôle aux frontières, durcissement de la loi, fin du rapprochement familial. Le pays qui a accueilli près de 170 000 personnes l'année dernière, dont de très nombreux réfugiés mineurs, est passé d'une sorte d'angélisme à l'une des politiques d'asile les plus restrictives d'Europe occidentale. Eh bien, comment expliquer ce virage politique dans une société pourtant ouverte? Quelles sont les conséquences pour les réfugiés qui sont arrivés ces derniers mois dans le pays? C'est un reportage d'Anne Maillet et Adeline Percept à Malmö, dans le sud de la Suède. Nous sommes à la gare de Malmö, au sud de la Suède, l'une des principales portes d'entrée du pays. Une porte grande ouverte qui s'est soudainement refermée au mois de novembre. Il y a encore quelques mois, plusieurs milliers de personnes rejoignaient chaque jour le pays par ces rails. Des demandeurs d'asile syriens, irakiens ou encore somaliens venus chercher protection dans ce pays, longtemps considéré comme un Eldorado pour réfugiés. Désormais, tous les passagers en provenance du continent sont contrôlés. La Suède a toujours prêté assistance aux personnes dans le besoin et nous souhaitons perpétuer cette tradition. Mais les responsables politiques ont constaté que l'Europe d'aujourd'hui a changé, que certains pays ne prennent pas leurs responsabilités. Et la Suède ne peut pas porter seule la responsabilité pour tous ces gens. Face à cet afflux, le gouvernement suédois a dit stop. Depuis, une centaine d'officiers contrôlent chaque jour les entrées dans le pays. Ici, la libre circulation au sein de l'Union européenne est de facto suspendue, tout comme la longue tradition suédoise d'accueil des réfugiés. Seuls 9000 migrants ont rejoint la Suède depuis le début de l'année, mais l'Office suédois des migrations reste saturé. Rien qu'à l'automne dernier, nous avons accueilli plus de 100 000 personnes. C'est une augmentation énorme par rapport aux années précédentes. Notre budget a besoin d'être doublé et on attend toujours une réponse du gouvernement. Pour l'heure, le traitement des dossiers reste laborieux. Devant ce centre d'enregistrement, nous rencontrons des Syriens qui attendent depuis plusieurs mois leur entretien pour la demande d'asile. Lui, il attend son entretien depuis 7 mois. Je n'ai toujours pas de rendez-vous, c'est un gros problème. Dans ce pays, tout est très très lent. Un sort partagé par la majorité des réfugiés qui habitent loin des centres-villes. Les autorités qui font face à une crise du logement depuis plusieurs années ont improvisé des centres d'accueil dans les campagnes comme ici à Ängelholm. Ces demandeurs d'asile font partie de la dernière vague de réfugiés arrivés avant la fermeture des frontières. Basel a pris la route des Balkans avec son fils de 4 ans. Sa femme et ses autres enfants sont toujours en Syrie. J'espère pouvoir faire venir le reste de ma famille en leur obtenant un visa. C'est mon objectif principal en ce moment. Ici, ce sont des bénévoles qui s'occupent des réfugiés, comme Lena, qui a du mal à accepter les décisions prises par son gouvernement. Je n'aime pas le fait que nos frontières soient fermées, tout particulièrement pour les proches de ceux qui sont là. Cela m'attriste de voir que leurs familles ne peuvent pas les rejoindre.
Et le gouvernement va encore durcir le droit d'asile. Au mois de juin, une réforme devrait permettre de renvoyer près de 80 000 migrants. Des reconduites aux frontières qui frapperont de nombreux enfants, car la Suède est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés mineurs non accompagnés l'année dernière. Les frères Sourab et Massoud que nous rencontrons à Malmö comptent parmi les 35 000 enfants qui ont fait seuls la route vers la Suède. Ils sont ici depuis le mois de janvier. Ici, je suis en sécurité. Je peux aller à l'école, au football. C'est très bien ici. Je veux rester ici. Je veux faire carrière et rendre à la Suède tout ce qu'elle a fait pour nous. Mais avec la nouvelle législation, leurs chances de rester en Suède sont minces, tout comme leur espoir de voir leur famille les rejoindre. Les réfugiés originaires de zones de guerre n'auront plus droit qu'à un permis de séjour de 3 ans, les autres d'1 an seulement. Et cela compromet leur chance d'obtenir un regroupement familial. C'est un changement de paradigme radical pour la Suède. J'ai l'impression que nous renions nos valeurs. Mais de plus en plus de Suédois en sont convaincus. Pour sauver leur modèle, il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont déjà sur le territoire et garantir notamment leur éducation. 8 écoles sur 10 manquent en effet de professeurs. Elisabeth enseigne le suédois à des réfugiés dans ce lycée de Malmö. Pour elle, la Suède n'avait pas d'autre choix que de fermer ses frontières. La situation du pays a changé et de très nombreuses personnes sont arrivées l'an dernier. La décision du gouvernement est donc justifiée, même si cela me fait vraiment mal au cœur. Pour l'heure, le gouvernement continue de miser sur la politique de la porte close. Les contrôles aux frontières, notamment autour du pont de l'Öresund, ont été prolongés jusqu'au 8 mai. Autrefois symbole de la libre circulation, ce pont qui relie la Suède au continent incarne désormais la fin de la tradition d'asile la plus généreuse d'Europe. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.